Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cet auditorium Germaine Tillon du MUSEM. Nous avons ce soir un moment important qui est ce deuxième cycle de grandes conférences que nous avons intitulé avec Fabienne Verstraeten « Pensée du monde ». Le premier cycle que vous avez, je pense, un certain nombre d'entre vous suivi avec Tsvetan Todorov était sur la thématique civilisation et barbarie. On mettait en débat cette notion de civilisation, cette polarité civilisation et barbarie. Et puis, l'été dernier, nous avions suggéré de nous pencher sur la peur. Et nous avons vu Fethi Benslama, que je salue, qui est psychanalyste, que je connais depuis de longue date, depuis une fiction troublante, texte qu'il avait écrit autour de l'affaire de Salman Rushdie. Et donc, nous avions donc décidé de lancer ce nouveau cycle de grandes conférences Pensée du monde, qui ont lieu comme ça une fois par mois au MUSEM. Et donc, nous commençons ce cycle autour de cette thématique, je crois, qui est devenue d'une cruelle actualité, la peur, raison et déraison, avec un regard libre, inventif et historique de Patrick Boucheron, qui est déjà venu plusieurs fois au MUSEM, et notamment pour un moment mémorable, mais plus littéraire, qui était une rencontre ici avec son ami Wajdi Mouawad. Et donc Patrick Boucheron, qui est professeur à Paris 1, qui a beaucoup travaillé en Italie, beaucoup résidé à Sienne, dont on aura quelques images, je pense, tout à l'heure, puisqu'il a fait ce magnifique livre que vous pourrez trouver à la librairie dehors, comme les livres de Fethi Benslama. Donc ce livre s'appelle « Conjurer la peur ». Et donc Patrick Boucheron est aussi quelqu'un qui réfléchit sur l'histoire, sur son entretemps et sur l'histoire monde ou l'histoire connectée. Et donc je pense que c'est toutes ces questions d'un historien médiéviste, mais qui ne considère pas que le Moyen-Âge est simplement cette vision noire et obscurantiste, mais qui est justement ce temps-là et ce rapport à la fresque du bon gouvernement et ce rapport à la peur peut tout à fait éclairer notre temps. Je vous souhaite une bonne écoute. Pensez surtout à éteindre vos téléphones portables, puisqu'on enregistre ces rencontres qui seront ensuite aussi diffusées sur le site du MUSEM et sur le site de Mediapart, qui est notre partenaire. Et donc, je passe tout de suite la parole à Fethi Benslama, qui va introduire ce cycle, et puis Patrick Boucheron fera sa conférence, et ensuite nous aurons l'occasion de discuter avec vous. Bonne soirée. Bonsoir. Je voudrais commencer par remercier vivement le MUSEM de m'avoir proposé de préparer et d'accompagner avec le service du développement culturel et des relations internationales cette série de conférences sur la peur. D'avoir voulu faire de la peur le thème de son deuxième cycle de Penser le monde. Je le remercie d'avoir eu l'audace d'affronter une question aussi difficile, car la peur, parler de la peur, peut faire peur. Tant l'univers émotionnel qu'elle recouvre trouble et paralyse la pensée. Lorsque ce thème a été proposé par Thierry Fabre avant l'été dernier et que nous avions commencé à y travailler avec la participation de Fabienne Verstraeten, nous savions que nous touchions une question présente chroniquement et qu'elle était présente d'une manière de plus en plus croissante dans notre époque. Une époque marquée par de multiples mutations à l'échelle du monde, mutations qui sont toujours propices aux peurs. Mais nous étions loin de penser que nous aurions un rendez-vous avec elle en janvier dernier, et depuis d'une manière lancinante. Les attentats meurtriers de janvier dernier nous ont placés dans
la situation d'une anticipation, en quelque sorte, mais qui n'en est pas une en vérité, car nous savions que le terrorisme fait partie des menaces et des sources de la peur dans le monde actuel. La seule chose qu'on peut dire ici, c'est que la tâche que s'est donnée le MUSEM à travers ce cycle de conférences, la tâche de donner à penser la peur, a rencontré son urgence dramatique. Nous avons préparé ce cycle avec l'objectif de proposer une réflexion avec, au fond, 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que la peur ? Qu'est-ce qu'on entend par la peur ? Et là, nous pouvons rencontrer la peur comme affect, comme sentiment, comme émotion, mais aussi comme référent ou convoquant un univers de représentation dont témoigne d'ailleurs le lexique de la peur, un lexique très riche, angoisse, crainte, terreur, effroi, etc., et qui témoigne que cette ère émotionnelle de la peur est très vaste et très étendue. Les sources de la peur sont multiples, pratiquement infinies pour les êtres humains. Comme quand je pense à ma propre pratique comme psychanalyste, tous les objets peuvent être donner lieu à des phobies. Tous les objets. Et donc il y a quelque chose de très particulier chez l'humain dans son rapport à la peur, à travers la multiplicité des objets, qu'elle peut, des objets qui peuvent susciter sa peur. Deuxième question, qu'est-ce qui nous fait peur aujourd'hui ? La peur politique, qui est la plus ancienne, bien sûr, mais si nous regardons, les sources de la peur sont nombreuses, écologiques, technologiques, épidémiques, économiques. La peur du monde tel qu'il devient mondialisé aujourd'hui à travers ce qu'on appelle la globalisation qui ouvre des frontières d'échange, mais l'ouverture de cette frontière elle-même est cause de peur. Troisième question, et qui est sans doute la plus difficile, comment surmonter la peur ? La plus difficile. Bien sûr, il y a la réponse sécuritaire, elle est nécessaire. La réponse politique, la réponse par la solidarité et le lien social. Mais celle que nous visons ici, c'est le traitement de la peur par l'intelligence, par la pensée. Et nous ne ferions pas cela si nous ne croyions pas que par la pensée et par l'intelligence, nous pouvons aussi brider ou tenter de surmonter la peur. Ces 3 questions ouvrent un champ immense, comme vous pouvez le deviner. Nous ne pourrons pas être exhaustifs à travers 6 conférences. Il s'agit de coups de sonde. Nous avons choisi des questions, des problèmes très particuliers qui sont aujourd'hui des thèmes de préoccupation, des questions, des problèmes qui nous touchent particulièrement. Nous ne pouvons pas faire, il faudrait des années d'études de la peur. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'ouvrir à donner en tout cas l'envie de penser, ensuite par soi-même, de lire. Il y aura ici des conférenciers qui souvent ont des travaux et des œuvres importantes qui peuvent être par la suite se les approprier, vous pouvez vous les approprier pour continuer à penser. Nous avons décidé de commencer par l'histoire. L'histoire n'est pas seulement ce qui permet de connaître les peurs du passé, bien sûr que oui, mais aussi de nous mettre suffisamment à distance pour rendre intelligible le présent. Le présent, la peur au présent. Ce décalage entre les temps
ce jeu de l'entretemps est l'un des moyens qu'utilise l'historien. L'entretemps, c'est un beau terme en français, écrit d'un seul tenant, qui unifie entre et temps pour former un mot, et le titre de l'un des livres de Patrick Boucheron, qui est notre premier conférencier ici présent ce soir, que je remercie vivement d'avoir accepté de donner la conférence inaugurale de ce cycle sur la peur. Si nous avons choisi de lui confier cette ouverture, c'est parce qu'il nous a paru, à travers ses recherches, ses travaux, être l'un des chercheurs historiens parmi les plus avancés pour frayer la voie de ce cycle sur cette question. Patrick Boucheron est historien, médiéviste, chercheur et enseignant, professeur à l'Université Paris 1. Et j'ajoute très vite, puisqu'il est essentiel, un penseur de l'actuel, entre l'inactuel et l'actuel, pour reprendre une expression de Nietzsche. Parce que l'histoire, pour lui, est tout à la fois ce qui peut restituer une part du passé, mais en même temps, l'instrument qui fait résonner le présent contribue à le rendre intelligible. Lorsqu'on examine son œuvre, qui comporte pas moins d'une quinzaine de livres, on comprend vite pourquoi la question de la peur a pu être traitée de la manière dont elle le fut dans ce magnifique livre qu'est Conjurer la peur, Sienne 1338, essai sur la force politique de l'image. En effet, une partie importante de son œuvre, de ses travaux, sinon peut-être la majeure partie de ses recherches historiques, explore l'espace réel, symbolique et imaginaire qui constitue les conditions de la vie commune, là même où réside l'une des grandes sources de la peur pour les humains. Espace urbain et ville, habitat et espace public, les pouvoirs qui les organisent et qui veillent sur leur sécurité, les images et les représentations qui les réfèrent, les soutiennent, qui les peuplent à travers l'art et la littérature. C'est là, en effet, que se tiennent les raisons et les déraisons, les représentations de la peur. Je ne vais pas énumérer l'œuvre de Patrick Boucheron que vous trouverez aujourd'hui facilement sur la toile. Car pour une partie majeure, les peurs proviennent des espaces de la vie commune, autrement dit de ce qu'on appelle le ou la politique. Et si nous reprenions ici l'une des belles définitions de la politique que nous donne Platon, le soin de la communauté humaine, on peut entrevoir en quoi soigner politiquement a étroitement à voir avec la maladie chronique de la peur. Je dois ajouter ici deux aspects qui me semblent importants, qui marquent le style et la tâche que s'est donnée Patrick Boucheron. C'est un prodigieux lecteur qui nous donne à voir l'invisible ou le non-visible dans les images, et il sait raconter ce qu'il a vu. Il sait nous donner à voir ce qu'il a vu, ce que nous ne voyons pas, et le raconter, l'animer par sa voix. Ce n'est pas toujours le cas chez les chercheurs, comme vous le savez peut-être. Et ça, c'est quelque chose que vous allez sans doute découvrir tout à l'heure. Patrick Boucheron est aussi un historien qui interroge sans cesse le métier de l'historien et sa tâche. Non pas la tâche de fouiller les archives et les représentations du passé, bien sûr, mais aussi une tâche qu'une phrase du début de son livre, L'Entretemps, dit d'une manière limpide, que je vais citer pour lui donner en quelque sorte le relais par sa parole. Je le cite. « Quant à l'histoire, elle ne vaut que si elle consent à dire quelque chose de nos vies. »
À vous. Quelle est donc cette sécurité qui, au moment où elle paraît tranquillement établie, s'ouvre à une peur soudaine, à un malheur imprévu, à une mort inopinée? On se rappelle le mot de l'apôtre: « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Quand ils se diront « paix et sécurité », c'est alors que fondra sur eux la perdition. Le reste vous est connu. Et vous savez que c'est cette crainte même qui permet à l'apôtre de réveiller les esprits. Alors, ne nous endormons pas, comme font les autres, mais restons sobres et éveillés. C'est Pétrarque qui parle dans les années 1340, dans ces années où je vais camper au départ de cette conférence, et il parle en citant la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Mesdames et messieurs, bonsoir. Feti Benslama, merci. Fabienne, Thierry, c'est un honneur pour moi de commencer ce cycle sur la peur, et à partir effectivement d'un livre que je vais commencer à évoquer pour, j'espère, parce que c'est un peu mon problème actuellement, sortir de ce livre, de cette pièce un peu entêtante. Et ce livre, effectivement, s'appelle « Conjurer la peur », mais une des couvertures auxquelles vous avez échappé, c'était « Actualité de la peur ». Et de fait, depuis que j'en parle, depuis octobre 2013, eh bien, il ne cesse de se réactiver, en particulier lors des manifestations publiques où j'ai la chance et l'honneur d'en parler. C'est comme si, effectivement, nos passions, nos peurs venaient rééclabousser les couleurs éclatantes et affrontées que Ambrogio Lorenzetti a peint en 1338 dans la salle de la paix et de la guerre. À la fin de ce livre, la dernière page, je crois, j'évoque un moment imaginaire où un psychanalyste se pencherait sur l'épaule d'un historien et pour lui dire « mais enfin, tu fais l'historien, tu veux ramener ces images à une histoire passée, tu veux nous faire croire que Lorenzetti a affronté la paix et la guerre comme deux devenirs possibles de la commune au moment même, c'est ça ma lecture politique, où rôde un spectre qui est son contraire, c'est-à-dire la tyrannie. Mais ne vois-tu pas qu'en réalité tout ça se passe dans une tête? Que ne vois-tu que c'est au fond deux cités affrontées qui représentent, je dirais, nos chimères et nos angoisses? Je crois que ce moment est venu. Effectivement, le psychanalyste se penche sur mon épaule et c'est le moment donc de faire une dernière fois pour moi le tour de cette petite salle, la salle de la paix, pour rappeler effectivement ce que vous avez dit, aussi la manière de prendre position par rapport aux images, se souvenant de ce que Georges Didier Huberman dit dans L'œil de l'histoire, sur qu'est-ce que c'est que prendre position. Ça peut vouloir dire, par rapport à ce qu'est un peintre, se décaler par rapport au motif, ne pas louvoyer, l'affronter, mais trouver un angle, exactement comme un tireur trouverait un angle par rapport à sa cible, ou comme, évidemment, par rapport à une cause, n'importe quel citoyen doit apprendre à prendre position. Donc comment regarder ça? Et comment regarder la peur en historien? De ce point de vue-là, sur l'actuel et l'inactuel, je reprendrai volontiers ce que Feti vient de dire. Ce livre, Conjurer la peur, a un premier sous-titre, Sienne 1338, parce que mon travail d'historien consiste à ramener une image, celle-ci, je dirais, en son lieu et en son état d'urgence. Dire Ambrogio Lorenzetti a peint en état d'urgence. Dire ça s'est passé ici, ça s'est passé à ce moment-là, et peut-être pour des motivations que j'aurai à reconstruire. Mais ce n'est qu'une partie, à mon avis, du travail de l'historien, car l'historien doit aussi faire justement l'autre pas de côté, qui est de comprendre peut-être pourquoi cette peur ancienne a résonné à ce moment-là, mais pourquoi elle vient encore nous chercher aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous regarde dans cette image? Qu'est-ce qui vient nous happer? Quelle est cette puissance
d'actualisation qui sans cesse nous ramène à elle. Alors, je ne vais pas justement présenter une fois de plus la manière dont, dans un paysage apaisé qu'on a longtemps cru être au fond une image idéalisée de la commune à l'arrêt, à l'apogée, ce qui est donné à voir, c'est en fait l'inquiétude, ce moment suspendu, ce suspense, comme dit Pétrarque, qui nous oblige à la vigilance, à être sobre et éveillé. J'ai parlé beaucoup de cette image et lors de la première manifestation publique, c'était en octobre à Paris, quelqu'un m'a dit, évidemment, une auditrice, évidemment, vous avez lu Les Bêtes de Federico Tozzi, ce magnifique livre du début du XXe siècle, qui, exactement comme Anima de Wajdi Mouawad d'ailleurs, où ce sont les animaux qui parlent, et où chaque chapitre est parlé par un animal. J'ai dit évidemment non. Car effectivement, dès qu'on publie un livre, eh bien, on met plusieurs mois ensuite à lire ce que nos lecteurs disent qu'on a lu pour l'écrire. Je ne l'avais pas lu, mais je me suis précipité sur Tozzi, Federico Tozzi. Les Bêtes, c'est un livre magnifique. J'y ai reconnu effectivement les pentes, les talus, les collines, la route, les oiseaux, les animaux, la fresque, toute cette beauté effectivement accumulée pas encore la peur, mais pour l'instant encore ceci. Je lis ceci: mon âme a cru dans l'ombre silencieuse de Sienne, à l'écart, sans amitié, trompée chaque fois qu'elle a demandé à être connue. Et encore ceci: et le long de ces rues pentues, ces bâtiments me paraissent être des éboulements qui m'effrayaient. Et de fait, ce livre qu'on me faisait découvrir lisait l'image que j'avais tenté moi-même de lire. Alors je me suis dit, on ne va pas laisser passer ça. Et j'ai commencé un journal de la réception collective de ce livre, puisque j'ai fait une quarantaine de manifestations publiques autour, quand même. C'était une sorte de choix, un engagement pour le livre. Enfin, pour l'objet livre, pas pour celui-là, mais pour, disons, mon métier d'éditeur que je tente aussi de mener. Et aujourd'hui, je voulais aussi vous ouvrir ce journal et vous essayer de refaire l'histoire des moments où, d'une certaine manière, le regard sur cette œuvre s'est accru, s'est aiguisé, est devenu plus nerveux, est devenu plus sensible, plus âpre, plus difficile. Et d'une certaine manière, c'est elle, c'est la paix, celle qui effectivement est à l'écoute au fond de ce qui est en train de se passer. Vous voyez comme son oreille est tendue vers quoi? Vers la musique, le bruit de la guerre qui vient, ou peut-être effectivement l'harmonie de la paix, ou en tout cas de la cité pacifiée. C'est elle, d'une certaine manière, que les lecteurs ou tous ceux qui venaient assister à des lectures publiques me faisaient regarder et me faisaient découvrir. Je n'avais pas vu qu'elle était une rêveuse. Je n'avais pas vu qu'au fond, peut-être, ce monde-là qu'elle a sous les yeux, c'est elle qui y songe, ou qui en accouche, ou qui, en tout cas, mélancolique déjà, comprend sa fragilité. Il y a eu 2 moments où, d'une certaine manière, il est devenu plus énergique de parler de cette fresque. Il y a eu un moment, et c'est pour cela, effectivement, que ce que je cherchais, c'est-à-dire la force politique des images, la puissance d'une image à déborder au fond son cadre de dénonciation et à se réactualiser sans cesse, à redevenir contemporaine du regard que l'on porte sur elle, et bien d'une certaine manière, cette histoire continuait. Au printemps de l'année dernière, on me renvoyait une inquiétude qui était une inquiétude toute politique. C'était à un moment où les résultats des élections commençaient à faire craindre ce que Walter Benjamin appelle une catastrophe. Et une catastrophe, ce n'est pas ce qui advient, c'est ce qui ne cesse de continuer. La montée de, c'est-à-dire ce dont on parle depuis
20 ans, 30 ans, et qu'on ne parvient pas à contrarier. À ce moment-là, on me disait, mais il faut bien écouter ce qui se passe. Alors, j'ai essayé de lire d'autres choses sur la peur qui vient, sur la peur politique. Et à ce moment-là, il y a d'autres livres qu'on nous signale ou qui arrivent. Un livre magnifique de Georges Didier Huberman qui s'appelle « Sentir le grisou ». Et c'est celui-là qui m'a aidé effectivement à réactualiser cette image d'une paix qui est si tendue vers ce qu'elle redoute qu'il advienne. Le grisou, vous savez, c'est la déflagration qui, dans une mine, peut tuer tous les mineurs et qui est prévenu par un gaz qui est un gaz indolore, enfin, qui est imperceptible, sauf, dit-on, aux oiseaux. Et c'est pourquoi, c'est d'ailleurs en grande partie une croyance, les mineurs avaient des serins dans des cages parce qu'ils pensaient que juste avant le grisou, les plumes de l'oiseau se hérissaient. Et alors, Didier Huberman a, à mon avis, cette idée magnifique qu'il teste sur des films et des poésies de Pasolini, qui est que les images nous servent à sentir le grisou. C'est-à-dire qu'elles se hérissent sous nos yeux juste au moment du danger, pour nous prévenir, pour nous alerter, pour au moins... souvent c'est trop tard. Mais j'ai vu effectivement, en lisant Didier Huberman, cette image se hérisser, au sens, encore une fois, de Walter Benjamin, c'est-à-dire cette histoire à rebrousse-poil, proprement horripilante, se hérisser sous nos yeux parce qu'elle annonçait quelque chose, une peur politique. Et puis, évidemment, est venu aussi ce qui nous a dépassé et débordé depuis le 7 janvier, et alors à redécrire cette scène, ces scènes de guerre, évidemment, l'angoisse se faisait plus épaisse. Parce que voyons-nous ? Qu'a peint Ambrogio Lorenzetti dans cette salle de la paix, qui est en fait une salle de la paix et de la guerre. D'abord, la guerre. Et qu'est-ce que la guerre ? D'abord, c'est rien. C'est, vous le voyez, quelques contours laiteux d'une armée blême qui dévale la colline. C'est une rumeur, c'est une longue traîne de violence, mais qui est tellement loin, tellement floue, tellement vague. Et d'un coup, sans que rien n'ait, en tout cas, ne l'ait annoncé, c'est chez nous. Scène de guerre dans une ville en temps de paix. C'est chez nous. Et cette image de la guerre, et alors, voilà, je vous la fais voir bien mal, c'est impossible à faire voir dans un PowerPoint. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, vous voyez ici, il y a une porte, hein, et cette porte, elle cisaille véritablement la représentation, c'est-à-dire qu'il y a un effet très violent de contraste, absolument hors de tout réalisme, qui est que c'est très loin et 1 centimètre après, c'est chez nous. C'est passé par la porte. Et évidemment, là encore, je reprends mes notes de ce journal que je tenais et je me souviens de différentes personnes. Je me souviens de quelqu'un, d'un lecteur roumain qui m'avait dit « mais oui, ces images-là, je les connais. Je ne connaissais pas cette fresque dont vous me parlez, mais je les connais, je les ai vues. Je sais ce que c'est que le petit matin blême de la tyrannie. Je sais ce que c'est que la police qui vient à 5 heures du matin arracher mon père du sommeil. Et effectivement, je sais ce que c'est qu'une maison qui brûle. La maison qui brûle était effectivement un signe annonceur, mais il n'y avait pas eu d'avertissement d'incendie, personne ne l'avait vu. Des soldats étaient entrés par une porte qui est une porte étroite, qui était une brèche dans l'enceinte. Mais au fond
personne ne s'en était soucié. On avait vu aussi que ces sbires ridicules, voyants, avec ces costumes grotesques, ces sbires qui sont clownesques, eh bien, ce qu'ils voulaient faire, c'est-à-dire outrager le corps des femmes et assassiner, laisser effectivement les cadavres dans les rues. Et surtout, on avait vu comment, dans cette ville, plus personne ne travaillait, sauf l'armurier, qui était en train de construire cette scène de guerre. Mais voilà, tout cela fait cette scène qui vaut précisément par son flou, c'est-à-dire par le fait qu'on n'y voit rien, comme dit Daniel Arras. C'est que quand ça arrive, on ne l'a pas vu venir. Et que, d'une certaine manière, cette myopie, dont on aura à reparler peut-être, eh bien, elle caractérise un moment qui n'est perceptible que lorsqu'il est trop tard. Et ça, c'est ce que Ambrogio Lorenzetti a peint à Sienne en 1338. Il a peint bien d'autres choses, mais je ne voudrais pas être trop long sur cette fresque. Juste vous dire que son mouvement général, me semble-t-il, c'est un mouvement, c'est une mise en mouvement, c'est une émotion au sens propre, c'est une mobilisation collective. Elle est animée par la peur. Au début, il y a la peur, mais c'est la bonne peur, celle dont parle Pétrarque, celle qui doit nous maintenir éveillés. Alors évidemment, cette peur, regardez, elle est à l'exact aplomb de la porte où, justement, ils sont passés. Elle était là pour nous prévenir, elle fait tout pour cela, et notamment, elle nous parle en italien, et elle nous dit, effectivement, parce que chacun ne veut que son propre bien. Ici, vous voyez ce que je suis en train de lire, je reviens en arrière, c'est le cartel, où Lorenzetti a peint en italien pour bien se faire comprendre. C'est vraiment une œuvre de communication politique. Donc, parce que chacun ne veut que son propre bien, ici la justice est soumise à la tyrannie. Ainsi, par ce chemin, personne ne passe sans craindre la mort, car tout se dérobe de part et d'autre des portes. Et cette timor, qui évidemment est un grand thème de la peinture du Trecento. Là, vous avez une œuvre qui lui est strictement contemporaine, qui est le Camposanto de Pise, où est aussi ce cheval blême qui chevauche. Là, c'est la peste, c'est l'épidémie, mais avant la peste noire, qui sera en 1348, mais déjà c'est la préscience de ce que cela va être. Et puis vous voyez effectivement que cette timor, elle a son pendant de l'autre côté, qui est la securitas. La securitas, c'est ce qui nous permet de conjurer la peur. Et au fond, le programme politique de Lorenzetti, il est très simple. Hélène Cixous dit il faut avoir le courage d'avoir peur. Il faut avoir le courage d'avoir peur, c'est-à-dire la regarder en face, car il n'y a que la peur qui peut véritablement nous mettre en mouvement pour construire ce qu'il appelle la securitas. Alors c'est un vilain nom, on dirait un nom d'alarme de bagnole. On va dire la sûreté. C'est-à-dire, prenant un mot noble du XVIIIe siècle, c'est-à-dire, au fond, non pas une liberté, mais ce qui les conditionne toutes. Sans la sûreté, il n'y a pas d'exercice de la liberté, et c'est très exactement ce que le cartel de la Securitas, regardez comme elle est charmante. Elle est blondinette, elle est très jolie, etc., mais elle a quand même dans la main un pendu. C'est-à-dire qu'elle promet la mort aux méchants. Donc c'est une politique de sûreté générale, je dirais. Et ce qu'elle dit, senza paura, sans peur, que tout homme marche sans dommage, et que chacun cultive et sème aussi longtemps que cette commune restera sous la seigneurie de cette dame, car elle a ôté au coupable tout pouvoir. Donc c'est une politique active pour vaincre la peur, non pas pour, qui ne dit pas n'ayez pas peur, il y a de quoi avoir peur. Mais organisez-vous.
Au fond, la sûreté, c'est-à-dire le fait de défendre une forme de vie désirable, de mener la vie telle qu'on l'entend, avec qui on le souhaite, dans une cité qui n'est pas la cité de Dieu, hein, qui est notre ville, pourvu qu'on en prenne un peu soin, où chacun s'affaire, où chacun est dans son lieu, où chacun est au fond un corps parlant qui mène les conversations qu'il souhaite. Tout cela, effectivement, s'étendant jusque dans le Contado. Voilà, donc, rapidement, fait le tour du propriétaire de cette petite salle, 7 mètres sur 14, 100 mètres carrés à peine, mais où on est proprement cerné d'images, et qui est effectivement, me semble-t-il, un bon départ pour essayer de comprendre, de saisir la puissance émotive de la peur, ce qu'elle implique, ses raisons, ses déraisons, pour reprendre le programme donc pensé par Fethi Benslem. Je voudrais revenir donc poser cette question de ces images qui nous font peur, et à partir de celle-ci, la quitter, y revenir plus tôt, peut-être plus tard, mais essayer de trouver des images de cette extraordinaire attention. En regardant celle-ci, je pensais à celle-là. C'est une image terrible. Vous savez, c'est le moment où George W. Bush apprend l'attaque du 11 septembre. Et l'ironie, c'est qu'il est dans une salle de classe et il est en train de lire un conte pour enfants. Et puis, on lui a reproché, il ne va pas s'arrêter, il va continuer un peu, et puis il s'en ira. En voyant la paix, je pensais à celle-là. Mais en cherchant celle-là, je pensais à celle-ci. Là, nous sommes à Mantoue, dans la chambre des époux, et c'est le duc de Mantoue, Gonzaga, qui est en train, par son conseiller, qui lui murmure une nouvelle, d'apprendre quelque chose de terrible, vous voyez, ce n'est pas sans rapport. Et ce quelque chose de terrible, c'est un assassinat politique. C'est le duc de Milan, Galeazzo Maria Sforza, qui vient de se faire assassiner en 1476. Et les historiens savent, et lui peut-être se doute, que cela ouvre une mauvaise saison de la violence politique en Italie, qui va mettre à bas toutes ces extraordinaires constructions politiques que Burckhardt disait être des États construits comme des œuvres d'art. Et en regardant cela, je pense évidemment à ce que Machiavel, mon compagnon, mon frère d'armes, mon camarade, celui qui ne me quitte jamais en cas de gros temps, dit de ces princes italiens et de cette fausse sécurité dans laquelle les laissait l'idée qu'ils se faisaient d'eux-mêmes. Les pauvres, écrit-il, je cite de mémoire à la fin de l'art de la guerre, 1520. Il croyait se défendre en ourdissant de belles ruses, en écrivant de jolies lettres, en s'entourant d'atours glorieux et de belles choses, mais il ne voyait pas qu'arrivaient d'étonnants désastres et des défaites cinglantes. Donc, évidemment, ce qui fait peur dans ces images, c'est leur hors-champ. Poursuivons un petit peu. Voilà un autre président des États-Unis, c'était l'année dernière, qui fait peur. Mais ça, c'est la bonne peur. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que c'est aussi à partir d'un livre pour enfants, mais pas n'importe lequel, que Obama, ici, dans la Maison-Blanche, dans les jardins de la Maison-Blanche, utilise ce grand classique de la littérature enfantine, qui en sait beaucoup plus que nous sur la peur.
évidemment, que beaucoup de philosophes. C'est donc le livre de Maurice Sendak qui s'appelle « Where the Wild Things Are » et qui renvoie à l'expression yiddish « wilde Ei », je ne sais pas la prononcer, qui désigne la chimère d'un être sauvage. Et vous savez que c'est un enfant qui est en colère, et qui affronte sa peur, qui a le courage d'avoir peur et qui va s'ensauvager dans une grande danse énergique qui est précisément celle qui permet de conjurer la peur. Alors, je vois ça et puis je repense à Lorenzetti, vous voyez, c'est une psychanalyse à ciel ouvert, voilà. C'est-à-dire ce balancement entre l'actuel et l'inactuel, entre ces images anciennes, ces peurs anciennes, et puis évidemment ce qui nous saisit d'effroi aujourd'hui. Ce n'était pas pour s'ensauvager que l'on dansait au cœur de la cité heureuse et pacifiée, mais c'était précisément pour se donner le courage d'avoir peur. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est comme ça que se termine le livre, cette danse qui est tout sauf une danse désinvolte et spontanée. C'est une danse douloureuse, solennelle, rythmée, où lorsqu'on y regarde de près, ces danseurs ou ces danseuses ont des habits qui sont proprement mythés, ou sont des représentations, des mythes, des vers, de tout ce qui est en train de les ronger, de cette angoisse sourde qui est au cœur de la ville et que l'on doit, je dirais, aérer en faisant quelque chose ensemble. Voilà. Et se faire quelque chose ensemble, c'est une forme de ritualité, d'énergie, d'orchestration d'émotions collectives qui est, à mon avis, au cœur de cette image. Mais je voudrais poursuivre justement cette réflexion sur la peur telle que le hors-champ des images de terreur peut la donner à voir. Vous voyez, ça c'est une image qui a été prise également le 11 septembre 2001 par un photographe allemand qui s'appelle Thomas Hopker et qui n'avait pas osé faire voir avant 2006. Et il l'a publié dans un livre et depuis qu'il l'a publié en 2006, ça a fait un énorme scandale aux États-Unis qui ont considéré que ces jeunes gens, au motif que sur leur bonne tête, on a l'impression qu'ils n'ont pas peur, mais qu'en savons-nous ? La peur n'est pas toujours photogénique. Profitent d'un matin que l'on savait agréable et ensoleillé, le 11 septembre 2001, pour prendre l'air et se désintéressent de l'attentat qui a lieu. Et Thomas Hopker a dû se défendre contre l'apparente désinvolture de ce moment qu'il avait photographié, pour montrer que, justement, là, ces gens ne sont pas en train de conjurer la peur, et encore, qu'en savons-nous ? Voilà. C'est vraiment, à mon avis, ces images-là, voilà, je voulais vous faire voir des images qui étaient, au fond, difficiles à voir, et qui sont difficiles à voir parce qu'elles renvoient elles-mêmes à toute une histoire de l'art. Parce que, évidemment, ce cliché de Thomas Hopker, d'une certaine manière, on peut dire que c'est la réactualisation contemporaine de ce grand tableau qui a aussi beaucoup choqué, qui est celui de Bruegel, de la chute d'Icare, où un drame a lieu. Vous voyez, Icare est en train de se noyer, il est tombé, on est en 1558, et reprenant Ovide, Bruegel décrit le pêcheur qui taquine le poisson du bout de sa gaule flexible, un berger appuyé sur sa houlette, un laboureur guidant sa charrue, les voit passer tous les deux, et c'est au fond indécidable de savoir si ils sont indifférents au courage d'un homme qui est en train de se noyer, ou si, au contraire, parce que c'est l'aube, c'est à l'aube évidemment que Icare est tombé, la vie reprend.
la vie reprend et que c'est une forme de mobilisation. Avant de vous dire quelques mots sur la manière dont un historien peut, en longue durée, saisir, cerner ce que j'appellerais volontiers les paysages de la peur, je voudrais continuer un petit peu sur cette question du hors-champ, qui me semble absolument déterminante, justement pour prendre position, pour tenter de saisir véritablement cette puissance, cette pulsion terrorisante. Au fond, la peur a un visage chez Lorenzetti. C'est effectivement ce masque effrayant du tyran qui incarne le mauvais gouvernement. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était un masque de théâtre, comme celui de Sénèque, et que c'était, au fond, faute de mieux, Lorenzetti face à un mal innommable, c'est-à-dire au fond une lente subversion des principes démocratiques qui réglaient la vie communale, eh bien il fait comme nous tous, c'est-à-dire qu'il jette au visage de l'adversaire proprement inqualifiable, qu'il ne sait pas nommer, un nom du passé. Donc il ne dit pas fasciste, il dit tyran. Tyrannos. Tyrannes même, en faisant du grec ancien. Et d'une certaine manière, il traite de tyrans les seigneurs qui sont en train de proposer à la commune la paix. Mais en réalité, ce qu'il fait profondément, au-delà, c'est de donner à voir, je dirais, l'impensé de la seigneurie, c'est-à-dire ce que l'image cache. Parce que ça ne ressemblait pas du tout à ça, un seigneur. C'était séduisant, c'était avenant. Et un à un, d'ailleurs, une à une, toutes les communes cèdent à la seigneurie parce qu'elles cèdent à la tentation de la seigneurie. Et la tentation du pouvoir autoritaire, elle a été... C'est ça qui fait que cette histoire me semble intéressante et d'une certaine manière un peu triste, désenchantée. C'est que c'est toujours le popolo minuto dans les sociétés communales italiennes qui ont appelé les seigneurs à la rescousse. Sur quel thème ? Parce qu'eux allaient apporter la paix. Parce que toute cette vie communale, cette politique, cette effervescence, c'est bien compliqué, c'est bien dangereux, ça crée bien du conflit. Les seigneurs peuvent pacifier tout cela. Donc la question, ce n'est pas de savoir si on veut avoir la paix ou la guerre. La question, c'est de savoir quelle paix. La question, ce n'est pas de savoir si on veut avoir la sécurité ou la guerre. La question, c'est de savoir à quel prix cette sécurité. Et est-ce que, évidemment, pour avoir la sécurité, on n'aura pas à céder sur, au fond, toutes les valeurs qui construisaient justement le désir de la sécurité. Et c'est cela que peint Lorenzetti. Il y a un livre que je vous conseille qui s'appelle Kim Jong-il Looking at Things, qui est un livre qui reprend simplement des images de propagande effrayantes de Kim Jong-il. Il y en avait un par jour, et où on voit des gens qui regardent Kim Jong-il regarder quelque chose. Alors Kim Jong-un a repris le flambeau, donc regarde aussi des choses, et il y a des blogs de Visual Studies qui reprennent toutes ces images. Alors on voit effectivement Kim Jong-il regarder un interrupteur, regarder un épi de maïs, regarder un radis, mais c'est rigolo. Mais il y a un hors-champ qui est effrayant. Ce qu'on voit d'abord, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui note derrière. C'est-à-dire que c'est une histoire qui est en train de s'écrire. Et puis surtout, ce qu'on voit derrière, c'est la peur. C'est-à-dire que nous voyons ces images et on sait bien que, on est un peu inquiet pour eux. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Tous ceux qui ont si peur derrière celui qui regarde. Et donc, là encore, il y a ce hors-champ dit ceci. C'est-à-dire que la tyrannie, c'en est une, la tyrannie, elle se construit sur ces images paisibles, sur ces images d'ordre
et sur justement cette désignation des choses. Alors, on pourrait en faire voir d'autres, mais je vais arrêter là. La question, au fond, c'est de savoir comment la politique de la peur peut construire un gouvernement tyrannique. Comment « ayez peur, nous ferons le reste » semble être le mot d'ordre de beaucoup de dirigeants dans l'histoire du monde. Faire peur, à défaut de faire croire, sans jamais rien faire comprendre, c'est toujours le moyen le plus sûr de se faire obéir. Et on sait très bien qu'il y a là je dirais voilà, on va peut-être en reparler, mais si on prend, je sais pas, je parlais avec mes amis tunisiens, ils disent, comment va la révolution en Tunisie? Ça dépend, il y a des fois où on a peur de la police et il y a des fois où on n'a pas peur de la police. Voilà. Et un régime, il est tyrannique quand on a peur de la police. Voilà. Et quand on n'a pas peur de sa police, c'est que ça va mieux. Mais pour qui? Et pour quand? Et jusqu'à quand? Et c'est une question qui est véritablement, à mon avis, une question terrible. Terrible comme est terrible, évidemment, le Léviathan. Je voudrais en dire un mot parce qu'on est au cœur de notre sujet et je ne fais au fond que commenter un livre important de Carlo Ginzburg qui s'appelle Peur, révérence, terreur, qui commence justement par une très belle analyse de ce fameux frontispice de Hobbes, du Léviathan de Hobbes. Thomas Hobbes est né en 1588, le jour même de l'attaque de l'invincible Armada. L'attaque de l'Angleterre par l'invincible Armada. Et dans son autobiographie latine, il a ce mot magnifique, « Je suis né jumeau de la peur ». D'abord parce qu'il raconte que sa mère a accouché de terreur prématurément en apprenant l'arrivée de l'invincible Armada. Et évidemment, vous savez peut-être quelle est la philosophie politique qui est à l'œuvre dans le Léviathan. Il écrit sur le modèle euclidien les éléments de la loi, donc c'est une sorte de mathématique de la politique, et il décrit un État qui émerge d'un pacte né de la peur. Au départ, il y a une sorte de défiance généralisée, de guerre de tous contre tous, de peur réciproque, écrit-il. C'est ça l'état de nature. Et pour en sortir, on se donne à l'État. On construit une fiction qui est une fiction d'État. Et cet État, c'est le Léviathan. Vous avez vu, il est rempli, il est vide. Toute majesté est vide. Mais il est rempli de nos peurs. Il est rempli des hommes assemblés contractuellement par la peur. Il est rempli de crainte. Et les hommes regardent vers le haut. Ils regardent vers le haut avec un air, là vous ne le voyez peut-être pas, mais ce sont les personnages qui composent le corps du Léviathan, avec un air de crainte et de révérence, l'homme artificiel qui existe grâce à eux. C'est-à-dire qu'ils se mettent à croire à leur propre construction. Tacite disait, écrivait, fingunt simul credunque, il fictionnait, il faisait des fictions, et ils finissaient par croire à leur propre fiction. Et c'est ça. On se crée des fictions, et on finit par croire à nos propres fictions. Et comment dire ça? Hobbes utilise, par exemple, lorsqu'il traduit en anglais Thucydide, qui décrit l'anomia, pour reprendre l'anomia, c'est, pour reprendre un mot qu'on a beaucoup utilisé depuis le mois dernier, la sidération. La sidération qui prend les Athéniens à l'arrivée de la peste en 429. Thucydide écrit quelque chose comme « Nul n'était retenu
ni par la crainte de Dieu, ni par les lois humaines. Et pour traduire, Hobbes utilise le verbe anglais to awe, A-W-E, qui désigne à la fois ce qui est terrible, awful, et ce qui inspire le respect, awesome. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la timor, la crainte de Dieu, mais c'est ce qu'en latin on appelle la vereor, qui veut dire à la fois terreur et révérence. Terreur sacrée. La terreur qui nous fait obéir. Carlo Ginzburg, dont ce texte était... Il dit, voilà, je veux parler du 11 septembre, vous voyez, on est dans notre sujet. Comment penser à partir de ce qui nous agresse. Je fais ce pas de côté, je vais vous décrire le Léviathan. Et puis à la fin, il dit incidemment que le bombardement de Bagdad, en mars 2003, avait comme nom de code, vous savez que tous les noms de code de l'armée américaine sont terriblement signifiants, shock and awe, qui ne veut pas dire seulement choc et stupeur, mais choc et révérence, terreur sacrée. Et c'est exactement de cela dont il est question. Alors je voudrais revenir, pour terminer, sur cette question du paysage de la peur, sur cette manière qu'ont effectivement les hommes en situation de gouvernement de manier des politiques de la peur. C'est-à-dire le plus souvent, tromper cette vigilance dont parlait Pétrarque pour assigner des cibles secondaires et le plus souvent ce qu'on appelle des boucs émissaires à cette peur. Au fond, c'est là encore ce que Ambrogio Lorenzetti décrit, c'est-à-dire une inquiétude qui crée la furore, c'est-à-dire la violence populaire, qui elle-même va provoquer la division, c'est-à-dire la division du corps politique, qui va déclencher la guerre. Et d'une certaine manière, ce scénario, je pense que c'est vraiment le scénario que Machiavel ne va cesser de commenter, notamment dans le discours sur la première décade de Tite-Live, lorsqu'il décrit au fond les gouvernements comme des équilibres instables entre deux passions. Il dit deux humeurs, parce qu'il pense comme un médecin, mais enfin, disons qu'il pense une sorte de médecine du corps civique, mais il y a deux humeurs, dit-il. Il y a l'humeur des dominants qui veut sans cesse aggraver la domination, et il y a l'humeur des dominés qui veulent échapper à cette domination. Et les bonnes lois ne naissent pas des législateurs vertueux, mais d'un rapport de force, et c'est très exactement d'ailleurs ce que Lorenzetti peint, c'est-à-dire le bon gouvernement, ce n'est pas le gouvernement qui est inspiré par des principes sages, mais celui qui a des effets positifs parce qu'il est dans un état d'équilibre, dans un rapport de force. Et donc, ce que Machiavel dit très bien, c'est que si les dirigeants n'ont peur de rien, ils seront sans vergogne. Et donc, la question qu'on doit poser dans à tout système politique, c'est qu'est-ce qui contrebute le pouvoir terrorisant de l'État? De quoi? Qu'est-ce qu'il peut craindre? De quoi peut-il avoir peur? La peur du roi est évidemment au Moyen-Âge la peur qu'il inspire, mais aussi la peur qu'il ressent. Et les historiens, les chroniqueurs médiévaux décrivent très bien le moment de la révolte, par exemple. Le moment de la révolte, écrit le religieux de Saint-Denis dans la chronique du règne de Charles VI, c'est lorsque le sentiment d'injustice déborde la peur. Alors tout devient possible. Alors c'est l'incendie. Et c'est d'ailleurs
j'en parlais, j'y pensais en lisant ce que Fethi Ben Slama a écrit sur la guerre des subjectivités en islam, ce thème de l'incendie qui évidemment prend dès lors qu'il y a une étincelle. Les penseurs médiévaux l'ont toujours défini comme ce qui arrive lorsque dans les populations, le sentiment d'injustice l'emporte sur la peur. Et dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire. Alors, je voudrais réfléchir à ça, je dirais un petit peu... je passe parce qu'il faudrait qu'on ait le temps de discuter et revenir sur cette question globale, oui, du pouvoir terrorisant. Je voudrais terminer par là. Il y a un beau livre qui est paru en 1978, un beau livre de Jean Delumeau qui s'appelle « La peur en Occident », qui montre que toute politique de peur s'accompagne d'une entreprise de culpabilisation. Aussi, celui qui a peur ne sera pleinement dominé que lorsqu'on lui inculquera, en même temps que la crainte, la honte qu'il y a à la ressentir. Et c'est quelque chose qui, évidemment, est très puissant dans l'histoire de l'Occident. Vous faisiez allusion au travail que j'ai fait sur l'histoire du monde au XVe siècle. C'était un gros livre collectif. Voilà. Donc, quand on dirige un livre qui a 70 auteurs, on en est d'abord le premier lecteur. Donc, on apprend à peu près 95% de ce qu'il y a dedans. Et puis, on en apprend encore plus lorsqu'on fait l'index. Et puis, parce que l'index, voilà, on voit quel est l'homme, par exemple, qui est le plus cité dans ces 950 pages. C'est Tamerlan. Tamerlan qui est mort en 1405, qui était sur le point qui avait détruit le sultanat de Delhi, qui avait qui avait bousculé tous les États islamiques du Proche-Orient et qui était en train, dit-on, de vouloir lorgner sur la Chine. Et comme le dira plus tard Chateaubriand, il aurait volontiers conquis le monde s'il n'était trop occupé à le détruire. Donc, au fond, Tamerlan, c'est celui qui, à la fin, il était cité dans les articles sur la Chine, sur l'Europe, sur l'Inde, sur tout le monde. Pourquoi ? Parce que c'était l'homme qui avait fait le plus peur au plus grand nombre de gens. Donc c'est un homme-monde parce qu'il était la stupor mundi. Parce qu'il avait provoqué cette terreur. Et il nous a paru intéressant à partir de là, simplement de ce comptage, à partir de l'index, de dire, voilà, au fond, on pourrait dire tranquillement, à partir du XVe siècle, qu'une des grandes passions politiques de l'Europe, c'est la peur du Turc. C'est-à-dire que la peur du Turc devient, oui, une passion politique, je ne peux pas dire autrement. Mais qui la ressent ? Évidemment, les dirigeants, assurément, ils en jouent. Ils ne cessent de la mettre en scène. Mais Alessandro Barbero a montré, par exemple, que parmi les paysans révoltés de Vénétie à l'extrême fin du XVe siècle, il y en a qui commencent à crier « Vive le Grand Turc !» qui commencent à aimer celui qui fait si peur à ceux qu'ils n'aiment pas. Qui disent, mais qui viennent, après tout, ça sera peut-être pas plus dur ou triste ou injuste que le gouvernement que les patriciens vénitiens font reposer sur notre tête. Donc, d'une certaine manière, cette question de la peur généralisée, c'est une question qui doit être un petit peu, je dirais, nuancée. C'est-à-dire qu'au fond, on sous-estime toujours la capacité des populations, en tout cas je parle pour les sociétés anciennes que je fais profession d'étudier, leur capacité de feinte, d'ironie, justement, de pas de côté. Les hommes du Moyen-Âge n'avaient pas lu La peur en Occident de Jean Delumeau. Ils n'avaient pas lu Pierre Legendre qui explique ce que c'est que l'inculpation généralisée. Et lorsqu'on lit les textes, eh bien, on voit que beaucoup feintent, rusent avec les politiques de peur qu'on veut leur infliger. Regardez, ça, le Campo Santo de Pise, donc, qui décrit un enfer effrayant. Si vous voulez faire peur à vos ouailles,
c'est du bon matériel. Hein. Là, vous faites marcher, vous faites parler cette image, c'est quand même assez... on pourrait lui imputer une efficacité maximale. Or, il y a un prédicateur à Pise, justement, dans ces années-là, qui s'appelle Giordano da Pisa, qui n'a lu ni Jean de Lumeau, ni Lucien Febvre, ni Pierre Legendre, et lui qui peine à faire peur à ceux qui l'écoutent et qui doutent et qui confie ses doutes à un manuel de prédication qu'il est en train d'écrire où il dit ce que disent tous les profs, quoi, le niveau baisse, quoi, c'est difficile, ils m'entendent pas, ça marche pas, j'essaie de leur faire peur mais ils rigolent. Il y a 3 sortes d'incrédules par rapport aux images de l'enfer, dit-il. Il y a ceux qui n'y croient pas. Il y a ceux qui pensent pouvoir y échapper, et puis il y a ceux qui pensent que l'enfer c'est pour les autres, et que de toute façon ça ne sera pas aussi effrayant qu'on le dit. Il y a là toute une littérature, effectivement, de l'apologie, au fond, de l'enfer, qui est du retournement carnavalesque. On pense à des chansons de gestes ou le chante-fable d'Aucassin et Nicolette, qui dit si en enfer sont, regardez, les belles dames, les beaux chevaliers, et si au paradis sont les vieilles sœurs d'Hécatie, alors, pardon, mais moi, je veux aller en enfer. Où sont, je cite, les beaux étudiants et les beaux chevaliers qui sont morts en tournoi et dans les guerres magnifiques et les belles dames de la société polie, car elles ont 2 ou 3 amants en plus de leur mari. Donc ça, c'est évidemment, je dirais que on ne doit jamais sous-estimer la puissance, au fond, enfin la liberté et en tout cas, c'est la seule chose qu'on ait, des sociétés à jouer, à se jouer, à déjouer les politiques de la peur. Et je voudrais terminer tout à fait, puisque j'ai commencé par Pétrarque, je voudrais achever par Dante. Le grand chant de la peur dans l'enfer, c'est le chant 32. C'est celui du malheureux Ugolin de Pise, qui est, comme vous le savez peut-être, enfermé dans la prison de la soif par l'ignoble archevêque Ruggiero, qui le laisse mourir de faim avec ses 3 enfants. Et ce chant terrorisant se termine par ce très fameux vers 75, que je cite dans la traduction de Jacqueline Risset, qui vient malheureusement de mourir. Ensuite, la faim fut plus forte que la douleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, la faim fut plus forte que la douleur. Est-ce que ça veut dire que la douleur de voir mourir ses enfants, et alors il les a mangés? Est-ce que ça veut dire que la douleur tout court de mourir, et alors il meurt? Les commentateurs du XIVe siècle se disputent sur le sens de ce vers ambigu et, au fond, sur ce qui ferait le plus peur. Et il y a 2 camps qui se dessinent. Le problème, répond Borges dans l'un de ses 9 essais sur Dante, n'est pas bien posé. Et il pose, lui, la question de la fiction. Je le cite. « Dans les ténèbres de la tour de la faim, Ugolin dévore ou ne dévore pas tous ces cadavres aimés. Et cette oscillante imprécision, cette incertitude, c'est l'étrange matière dont il est fait. Ainsi l'a rêvé Dante, avec 2 agonies possibles, et ainsi le rêveront des générations à venir. Mais elles le rêveront aussi parfois en jouant à se faire peur. Je cite un autre poète magnifique commentateur de Dante, le plus perçant peut-être, Ossip Mandelstam, qui avait de bonnes raisons de s'accrocher comme une bouée à l'enfer de Dante durant l'été 33, et qui effectivement en a fait une sorte de bréviaire pour conjurer sa propre peur de la tyrannie. Dans son entretien sur Dante, écrit durant l'été 33, comme un texte indissociablement
poétique et politique. Il dit de ce chant 33e de l'affaire, racontant l'histoire du Golin, que l'archevêque a laissé mourir de faim en prison, en compagnie de ses 3 fils. Je le cite pour terminer. Ainsi, l'histoire du Golin est une de ces anecdotes de forçats évadés, un de ces épouvantails dont les mères menacent leurs enfants, une de ces délicieuses horreurs qu'on marmonne avec contentement, comme remède contre l'insomnie, quand on se retourne d'un flanc sur l'autre dans son lit. Je vous remercie. Nous venons d'assister à une leçon sur, et je ne pensais pas que ça allait arriver jusqu'à ce point-là, sur l'actuel, inactuel de la peur. Vous nous avez montré à quel point ce que nous pensons d'un passé inactuel était ce qu'il y a de plus actuel, et l'inverse, que notre actualité ne cesse de faire signe à ce qui vient du passé, comme si finalement nous ne cessions d'inventer le passé. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant, cette invention incessante du passé, et que seul peut-être l'historien peut nous la montrer. Parmi les choses très riches qui nous ont été offertes aujourd'hui, il y a peut-être 2 ou 3 points par lesquels je vais, nous pourrons commencer notre conversation. C'est d'abord le caractère paradoxal, éminemment hyper paradoxal, hyperbolique, je dirais, de la peur, et qui se manifeste de différentes manières, que là, par exemple, où se trouve la sécurité, on attend la crainte, enfin on craint, la crainte elle est déjà là, dans le moment où il y a la sécurité. Comme si le moment de la sécurité, c'est le moment, et de la paix, c'est le moment où nous sommes aux aguets, c'est ce qui aiguise notre attente et notre crainte de ce qui va venir. Et je voudrais vous dire que vous avez invoqué le psychanalyste qui va lire par-dessus votre épaule, mais je crois que moi, je me sentais, en tant que psychanalyste, lu par l'historien, comme si vous étiez dans une de ces séances. Je voudrais vous donner un exemple. Un jour, j'avais eu en consultation un enfant qui avait des terreurs nocturnes. Et quand j'ai commencé à travailler avec lui, par les dessins, et là, d'ailleurs, il y a une question que je voudrais vous poser sur le dessin, la peinture, et ce qui nous regarde. Vous avez dit à un moment donné, la peur nous regarde. Et cette question du regard est, me semble-t-il, très importante. Et alors cet enfant, après un moment de travail avec lui, a dessiné, a fait un dessin où il y avait une boule dans laquelle il y avait un enfant. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il avait dessiné. Il m'a dit, ça, c'est moi quand je me mets dans mon igloo avant de dormir. Igloo ? Il y avait à la fois la protection et la terreur en même temps. Et dans le fait même de se protéger, de se mettre dans cet igloo, dans le mot même le dit, il y avait déjà le loup dans l'enveloppe qu'il se donnait. Et c'était un moment extraordinaire. Et alors la question qui se pose ici, par rapport à ce que vous avez appelé à un moment donné la pulsion terrorisante,
Vous lui avez donné un certain nombre de fonctions. En fin de compte, la peur est protectrice d'une certaine manière. Bon. Mais nous le voyons aussi, par exemple, combien nos jeunes, et pas que nos jeunes, regardent des films d'horreur. Vous allez sur n'importe quel site, vous avez des chapitres, des dizaines, des centaines de films où ils se délectent, vous avez utilisé ce mot, ils se délectent de la peur. Il y a quelque chose donc de formateur pour la subjectivité humaine de la peur. Et cette formation par la peur est en même temps ce qui peut-être, vous l'avez dit à un certain moment, paradoxalement, et c'est encore le paradoxe, nous empêche de voir la peur quand elle arrive. C'est la détection de ce qui va, la détection de la menace. Il y a là quelque chose, en effet, qui, sur la formation du sujet humain, avec la peur, qui semble une nécessité. Il se forme avec la peur, mais en même temps, la peur, c'est ce qui le fait trembler, le menace, et qui menace jusqu'à la menace qui peut le détruire, évidemment. Et donc cette question-là de l'hyperparadoxalité de la peur est vraiment un point qui m'a paru très important de ce que vous avez dit. Et vous avez utilisé des mots qui sont en rapport avec les sens. Regarder, sentir. Je me souviens dans votre livre sur Sienne, sur Conjurer la peur, il y avait quelque chose qui était en rapport avec les expressions des visages et des corps. La peur passe, ce n'est pas seulement une représentation, mais ça passe par les corps. Donc j'ai une série de questions, mais vous choisirez, ou de remarques, vous choisirez celle qu'on pourrait discuter ensemble. Ensuite, il y a un point très important que vous avez abordé et qui constitue, je crois, une partie, je dirais, importante, c'est sur la question de la souveraineté et de la peur, et de gouverner avec la peur. Le moyen la peur comme moyen de se faire obéir, mais aussi la peur, elle n'est pas du côté seulement, disons, du peuple, elle est aussi du côté de celui qui gouverne. Oui. Et là aussi, on a quelque chose d'un équilibre de la peur, finalement. Si le tyran n'est pas suffisamment, ou si, pas le tyran nécessairement, si le souverain ou celui qui a le pouvoir nous fait peur, mais s'il n'a pas peur, eh bien, cette peur qu'il nous inspire, eh bien, elle va lui permettre de faire ce qu'il veut sans limite. Et la question qui se pose, est-ce que, par exemple, dans la démocratie, nous sortons de ce double régime de la peur du souverain et la peur qu'inspire le souverain? Et est-ce que c'est vraiment, nous en sommes sortis, ou elle persiste aujourd'hui dans le régime politique dans lequel nous vivons? Il y avait des choses très importantes qui ont été dites sur le fait, et qui, là, m'ont fait penser à Étienne de la Boétie, que, en fait, la peur du souverain, c'est notre peur qui l'alimente. La peur qu'il nous inspire, nous lui prêtons de nos peurs, et c'est ça qui lui permet, finalement, de nous avoir peur. Étienne de la Boétie dit à un certain moment, cet homme qui n'est qu'un seul, s'il a autant de pouvoir, c'est parce que nous lui prêtons de notre corps, nous lui prêtons de notre main, nous projetons, c'est lui, c'est la projection, finalement. Et on peut se demander si c'est cela qui peut-être nous revient à travers. Je vous pose la question, est-ce que ce n'est pas ce regard qui nous regarde? Et par exemple, la méduse, c'est un regard qui terrifie. Qu'est-ce que ce regard, sinon peut-être notre propre regard
qui devient un regard imaginé. Et c'est le simple fait de le faire passer du côté de l'imaginaire qui le fait regard absolu et terrorisant. Il y avait un autre moment parmi beaucoup d'autres, et celui-là m'a beaucoup arrêté. C'est quand vous avez parlé de la honte à ressentir la peur. Et ça, c'est un point qui m'a beaucoup arrêté parce que, d'abord, quand j'ai essayé, en allant au dictionnaire de l'Académie française pour voir quel était le contraire de la peur. Et j'ai trouvé ces mots. Parfois, il faut passer par les contraires pour accéder à la chose. Le contraire de la peur serait l'audace, la bravoure, le courage, l'intrépidité. Autrement dit, ce qui est à l'arrière-plan, ce qui définit la peur, c'est la lâcheté, finalement. Ce serait la lâcheté. Tout à fait, oui. Hein? Or, justement, j'ai remarqué une chose qui s'est passée pendant... vous avez parlé de la Tunisie. Je me suis toujours posé la question, comment, à partir de quel moment, les gens se révoltent. Et nous avons véritablement une illustration dans ce qui s'est passé dans le soulèvement en Tunisie, qui est véritablement le moment où les gens ont pu se débarrasser de la honte. C'est lorsque Bouazizi a fait ce geste de s'auto-immoler par le feu, c'est-à-dire qu'il a... C'était la honte qui le conduisait à ça, le fait qu'il ait été humilié. Entre parenthèses, ça a été après, il s'est avéré que c'était une histoire. Hein. Mais raconter une histoire peut avoir des effets considérables, parce qu'on a démontré par la suite qu'il n'a pas été giflé, et qu'on a raconté cette histoire-là. Mais enfin, il sait, en tout cas son geste était un geste de se débarrasser de la honte, de fuir, d'échapper par le feu de la honte. Et en fin de compte, c'est cet acte-là qui a fait que les gens ont pensé qu'ils pouvaient aussi, eux, à leur manière, mais d'une manière politique, se débarrasser de la honte et se révolter. Et c'est ce que, quand on regarde les slogans, les mots d'ordre, étaient tous en rapport du fait de se soustraire à la honte. Et donc, ce qui paralyse beaucoup plus que peut-être que la peur, dans la peur, c'est justement cette honte. C'est la honte d'avoir peur. Voilà quelques remarques qui... J'ai plusieurs autres questions, par exemple celle que j'ai repérée dans Entre-temps, qui est un commentaire de ce tableau avec les trois personnages absolument magnifiques, qui illustre les temps, l'Antiquité, le Moyen-Âge et la Renaissance. Et j'avais une question, mais une question peut-être trop vaste, trop longue, qui est liée à ces passages, ces moments de passage, et ce qui caractériserait peut-être ces époques. Est-ce que nous avons affaire... Au fond, vous nous avez montré que dans le passage de l'époque médiévale à notre époque actuelle, nous avions des gestes, des moments qui, finalement, indiquent presque qu'on a un rapport semblable à la peur. Oui. Mais est-ce que vraiment la peur dans l'Antiquité, la peur au Moyen-Âge, la peur dans la Renaissance était... C'est une question qui suppose des traversées d'époques très grandes. Est-ce que nous avons affaire, et aujourd'hui, nous avons affaire à les mêmes peurs politiques, je dirais, parce que là, je crois qu'il y a un invariant de la peur qui traverse l'humanité, mais est-ce que politiquement, nous avons affaire, ou nous aurions affaire à ces mêmes peurs politiques, et est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait considérer que ce qui a été inventé sous le mot de démocratie est quelque chose qui, peut-être, a tenté de nous débarrasser de certaines peurs? Bon, répondre à ces trois questions plus une m'amènerait bien loin. Je ne veux quand même pas m'y dérober, mais je le ferai rapidement pour pouvoir ensuite développer
la conversation. La dernière question que vous posez, elle est essentielle et elle est au fond dans le point aveugle de l'histoire qui a tenté de bricoler des choses, anthropologie historique, histoire des mentalités, pour éviter la grande affaire. Et la grande affaire, c'est le rapport entre histoire et psychanalyse. Voilà. Donc je dirais que, sur lequel il n'y a pas grand-chose du point de vue des historiens. Il y a des choses du point de vue, par exemple dans la thèse de Jérôme Bachet sur les représentations de l'enfer, celle-là, celle que vous voyez, il parle de la pulsion terrorisante, etc. Mais enfin, il n'y a quand même pas grand-chose. En tout cas, pour vous répondre, s'il y a un invariant dans effectivement le gouvernement de la peur, on ne le trouverait pas dans une sorte de d'essence des régimes, démocratie, etc., mais simplement dans l'esprit humain. Voilà. D'où, effectivement, je reviens à votre première question, l'enfant, oui, bien sûr. C'est pour ça que j'ai voulu faire voir des contes, des adultes qui lisent des livres pour enfants, parce que d'abord, c'est ce qu'on a eu à faire. Enfin, moi, pardon, excusez-moi, c'est peut-être inconvenant, mais on comprend tout de suite quand quelque chose de terrible arrive, quand on a des petits-enfants, on comprend tout de suite que c'est terrible parce qu'on ne pourra pas les mettre à l'abri. Voilà. Moi, j'ai des filles, 5, 7, elles ont, le 7 janvier, on n'a pas pu faire autrement que de les amener à la République. Bon. Et ensuite, je leur ai raconté des histoires. Je leur ai lu des histoires qui font un peu peur. Des histoires où il y en a une notamment où les gens dans une ferme se disputaient et puis alors quelqu'un tape sur une casserole, donc il croit que c'est le tonnerre, donc ils se rassemblent, donc en fait ça va mieux. Et alors celle qui a 7 ans me dit ah oui, donc en fait ça va mieux parce qu'on a eu peur. Je dis oui un peu. Donc, et on se rassemble, oui. Comme on a fait le mercredi soir. Je dis oui. Mais pourtant, on disait, ce qu'on criait, c'est on n'a pas peur. Je dis oui, on criait ça. Mais en fait, on avait un peu peur quand même. Je dis oui, quand même un peu. Et maintenant, on essaye de ne pas. Voilà. Essayer de ne pas, ça veut dire quoi? J'en viens à votre deuxième question. Effectivement, le pouvoir, c'est ce qui nous fait lever les yeux vers ce qui nous regarde. Voilà. C'est une sorte d'évidence topographique. Voilà. Et ce qui se fait craindre, mais qui, en même temps, comme l'écrit Claude Lefort, commentant Machiavel, le pouvoir terrible, redouté, ça veut dire à la fois craint et enfermé dans sa redoute. C'est-à-dire enfermé dans son palais. C'est-à-dire prisonnier de la peur qu'il inspire. Et c'est pour ça que tous ces pouvoirs sont terriblement vulnérables. Et c'est pour ça que lorsque une révolution arrive, c'est la honte qui change de visage. Et on voit qu'ils ont physiquement, il y a une émotion. Voilà, je me souviens de la dernière présentation télévisuelle de Ben Ali. Il avait peur. Il avait vraiment peur. Et puis, donc, le moment révolutionnaire, c'était votre troisième question. C'est quand justement on se rend compte que tout ça est vide. Grande scène révolutionnaire, on va finalement rentrer, on rentre dans le palais et on se rend compte qu'il n'y a rien. Il n'y a jamais rien dans un palais. Rien à voir. Alors on fait semblant de faire voler quelques papiers, on casse de la porcelaine, mais ça n'a aucun intérêt. Pour une émission de radio, là, je réfléchissais à l'iconoclasme. L'iconoclasme, c'est ça aussi, c'est casser des images et en fait révéler la vacuité du fétiche. On raconte que lorsque on a fait tomber la colonne Vendôme lors de la Commune de Paris en 1871, elle était effectivement, elle était sommée d'une statue impressionnante de Napoléon. Les gens étaient étonnés de voir que dedans il n'y avait rien. Il y avait de la paille, il y avait du sable, ça a fait de la poussière, ça a un peu piqué les yeux, mais ce n'était que ça. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, lorsque la honte change de camp, ce pouvoir, il révèle sa vacuité et on se dit, ce n'était que ça. Il y avait juste un point avant peut-être de laisser poser des questions de la salle, c'est la question de ce que vous avez appelé le rituel.
et qui me paraît une question très importante. On a vu un très grand rituel lors des manifestations qui ont suivi les attentats. On peut le considérer comme un rituel, parce qu'ils dansaient dans la rue, mais nous avons été manifester, crier, dire notre indignation, et que ça, c'est, vous le dites, c'est ce qui permet de conjurer la peur. Ce que vous avez dit aussi, la conversation avec vos enfants était très intéressante. En fait, le rituel c'est pas la question finalement de la croyance, c'est le fait d'accomplir le rite qui est très important. Et il m'est arrivé, je ne sais pas ce que vous pensez de cela, de penser que nous avons été très... alors, ça crée évidemment... Le rite, il a une dimension de retisser le lien social. Et il m'arrive de penser que, au fond, nous avons, dans les sociétés modernes, été très loin dans une forme de déritualisation. C'est-à-dire de supprimer beaucoup de rites. Moi, vous le savez, nous sommes universitaires. Je ne sais pas comment ça se passe dans votre université, mais je suis d'une université qui est née après 68, Paris Diderot, et nous n'avons quasiment plus aucun rituel. Et depuis 2 ans, timidement, j'ai osé mettre un rituel de remise des diplômes de la fin, et ça a produit absolument des effets incroyables que j'imaginais même pas. Et donc cette question du rite, du rituel, de la ritualité, est peut-être pas si... elle est peut-être essentielle, finalement, indépendamment de ce que nous croyons, de ce que nous mettons comme croyance dans le rite. Oui, elle est essentielle parce que c'est le contraire d'une cérémonie. Dans un rite, on n'est pas spectateur. Il n'y a rien d'autre à voir que ce qu'on fait. Et ce qu'on fait ensemble. Ensemble, en ceci, une manifestation est et de la ritualité politique. Bon. Pour vous répondre brièvement, je dirais que ça ne tient pas lieu de politique, mais ça la rend possible. Voilà. Ça ne tient pas lieu de politique. Ça ouvre la possibilité de faire de la politique, c'est-à-dire de s'organiser. Mais c'est sans doute une étape, disons, de construction d'une communauté émotionnelle, de conjuration des amitiés, d'abord. Moi, j'y crois, la conjuration des amitiés. Parce qu'il faut bien commencer à s'organiser. Voilà. Peut-être qu'on peut prendre une question et rebondir ensuite. Oui, bonsoir. Voilà, vous parliez du contraire de la peur. C'est bizarre parce que le contraire de xénophobe, c'est xénophile. Donc c'est ami. Donc c'est pas tellement dans ce que vous avez dit. Alors j'aimerais aussi savoir pourquoi on dit d'un fait anti-religieux l'islamophobie, alors que c'est être contre l'islam, ou les religions en général, et contre l'islam en particulier. Et pourquoi dit-on antisémite? Pourquoi on ne dit pas sémitophobe? Enfin, si ça peut exister. Et je voudrais dire aussi sur l'image du début de présentation, là, l'ecclésiastique, est-ce qu'il avait peur ou est-ce qu'il faisait peur? Patrick. Je pense que sur la première, c'est un pape. Hein, c'est Bacon qui peint le pape et qui peint, au fond, la puissance terrorisante de l'institution elle-même, hein, je crois. Voilà. Et on parlait des rituels. Il est bien évident que les rituels, en tout cas dans un ordre symbolique ancien, ils servent d'abord à impressionner les dirigeants. La pièce
dont j'ai parlé, cette salle des 9, c'est une salle de gouvernement. C'est la salle où ceux qui gouvernent se réunissent. Mais elle ne cesse de les engueuler, de les exhorter, de les alerter, de les mettre mal à l'aise. C'est le contraire, en somme, d'un ministère ou d'un siège de grande entreprise où tout est fait au contraire pour que les choses se passent bien. Non, c'est la ritualité, elle met au fond ceux qui décident en position de voir en face les conséquences de leurs décisions. C'est ça, en fait. Donc, c'est l'institution elle-même qui est terrorisante. Et je peux vous assurer que là, les papes, vous avez peut-être vu le film de Nanni Moretti. Bon, voilà. Il y a quand même la tentation forte de filer en douce, quoi. Voilà. Alors, sur l'islamophobie, bon, je pense que c'est un mot piégé. Mais, oui, absolument. Oui. Non, ça fait partie de ces mots qui sont piégés et piégeants, qui nous piègent. Parce que la phobie, au fond, c'est un mot qui vient du langage de la psychopathologie individuelle et qui désigne la crainte. Alors, quand on dit islamophobie, qu'est-ce qu'on dit? On dit la crainte de l'islam. La crainte est quelque chose qui est un symptôme. C'est quelque chose qu'on peut éprouver. Or, ce qu'on veut désigner par là, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut désigner? Ou bien, comme puisque vous avez mentionné, le racisme ou l'attitude anti-islam ou anti-musulman. Et à ce moment-là, il faudrait parler de racisme anti-musulman, tout simplement. Mais le fait d'être anti-musulman n'est pas être raciste pour moi. Voilà. Alors, c'est la question. C'est une question qui peut se poser. Et jusqu'à quel point être contre quelque chose peut devenir une attitude raciste, c'est-à-dire essentialiste, en fin de compte. C'est-à-dire où on touche l'essence même. Et à ce moment-là, on va dans ce qui s'appelle le racisme, qui est une des dénominations, justement, de la haine tournée vers l'essence, ou de réduire des gens à leur essence. Moi, il me semble que ce qui est souvent visé, c'est quelque chose qui est de l'ordre de rendre l'autre infâme, plutôt. Et c'est pour ça que souvent, je me dis que tout ça, ça pourrait venir sous une catégorie qui est une catégorie on pourrait appeler ça de l'anthropofamie, c'est-à-dire de rendre tel ou tel être humain infâme. Et d'ailleurs, le mot racisme lui-même ne convient plus tout à fait aujourd'hui, puisque ce dont il s'agit ne s'agit pas de race. Et donc notre langage emprunté à un passé, au fond, nous trompe sur ce dont il s'agit. Rendre l'autre infâme parce qu'il est l'autre en tant que tel, voilà quelque chose contre lequel on peut s'insurger. Mais la crainte, la peur, etc., ça peut exister. Et je dirais, on ne peut pas aller comme ça à condamner une crainte. On peut essayer de voir pourquoi, d'où elle vient cette crainte, avancer des arguments, discuter. Et donc, ce n'est pas la crainte qui est condamnable, à mon avis, mais la façon de rendre l'autre infâme, plutôt. Bonsoir. Je vais tenter je vais vous poser une question en répondant à une question que vous avez posée sur qu'est-ce que pourrait craindre un gouvernement. Vous m'entendez? Pardon. Ce que pourrait craindre un gouvernement. Un gouvernement peut craindre qu'il ne gouverne plus. Et pour moi, l'histoire de l'identité est au centre. C'est-à-dire qui n'adhère plus à l'identité que le gouvernement diffuse. Vous êtes le gouvernement ou la force qui veut dominer, d'ailleurs. Qu'en pensez-vous? Et
Par exemple, on disait je suis Charlie. Ça rejoint la question de Fétis, c'est-à-dire que là, si on pose le problème en termes de gouvernement, la forme démocratique a une réponse assez simple. Ce qu'un gouvernement craint, c'est de ne pas être reconduit. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. Après, est-ce que ça produit des effets bénéfiques quant à la lucidité des politiques? C'est autre chose. Enfin, en tout cas, ce qu'un gouvernement en régime démocratique a à craindre, c'est de perdre des élections. Bon. Mais lorsque je parlais de la vergogne, c'était sur des choses plus graves. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas la forme du gouvernement qui fait la société tyrannique, c'est proprement un dérèglement de tous les rapports sociaux. Et les rapports sociaux se dérèglent lorsqu'ils sont par trop asymétriques. Et ce que Machiavel visait dans De quoi ont-ils peur, c'est dans les rapports de domination. Voilà. Alors, quand il y a de la violence politique, on peut dire qu'on craint pour sa peau. Mais nos sociétés pacifiées ont tenté, en tout cas, de condamner absolument, y compris lorsqu'on a une conception un peu radicale de l'opposition politique, le recours à la violence. Bon, donc dans ce cas-là, il faut faire confiance au droit. Et si le droit lui-même, comme vengeance légitime, disaient les juristes médiévaux, faillit, si les puissants sont trop à l'abri, alors la question commence à se poser. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais c'est tout à fait juste. Vous avez, ce qui distingue les régimes tyranniques, c'est que le tyran ne sort du pouvoir que mort ou en fuite. En tout cas, alors que justement, dans ce qui s'est inventé avec la démocratie, c'est que c'est justement, on peut perdre le pouvoir, mais pas la vie. Oui. Et la crainte est déplacée. Et c'était une des choses qu'on se raconte toujours, c'est qu'au fond, il y a une histoire que raconte Bataille absolument extraordinaire, qui est dans une, je ne sais plus quelle tribu, j'ai oublié vraiment ce texte, où le chef, lorsqu'il devient chef, il doit rester éveillé tout le temps, parce que dès qu'il devient chef, on ne cherche qu'à le tuer. Et jusqu'au moment où, évidemment, s'épuise, et il s'endort, et à ce moment-là, voilà, on le tue. Oui, moi j'ai un copain duc de Milan au XVe siècle, si j'ose dire, puisque bon, c'est un peu là-dessus que je travaille, qui s'appelle Filippo Maria Visconti, et qui est mort, littéralement, d'épuisement, à force de veiller pour empêcher un assassinat politique qu'il craignait. Voilà. Et on décrit une sorte... Elias Canetti, dans Masse et Puissance, d'ailleurs, a lu cette chronique milanaise du XVe siècle de Pier Candido de Ciambrio sur, justement, cette extraordinaire frénésie de puissance qui se retourne contre elle-même. Et au fond, c'est la seule chose qui soit rassurante avec les... tyrans, disait Xénophon, c'est qu'ils ont peur continuellement pour leur propre vie. Voilà. Donc au moins, disait-il, il faut imaginer le tyran malheureux. Voilà. J'ai relevé une phrase parmi tant d'autres assez forte. Quand l'injustice déborde de la peur, c'est l'incendie qui arrive qui tout emporte. Et moi, ma question serait, et je crois que beaucoup de monde est de cet ordre-là, mais quand advient l'étincelle qui va faire prendre l'incendie, quel est le moment, cette situation où vous l'avez relevé avec donc l'histoire de ce monsieur qui s'était immolé par le feu. Quel est ce moment, cette petite chose qui va déclencher effectivement un effet, des phénomènes
que jusqu'à le moment où il se déclenche, on n'aurait même pas imaginé. Oui. Je vais me permettre de répondre brièvement, mais par un souvenir personnel qui est un souvenir d'enseignement. Lors des printemps arabes, j'enseignais, j'avais choisi comme pour son inactualité historiographique, parce que précisément c'est un thème qui n'intéresse plus tous les historiens, celui de la révolte médiévale. Et je faisais un cours sur les révoltes, parce que je pensais que justement, bref. Et puis j'ai été rattrapé par l'actualité, parce qu'il y a eu effectivement les révoltes arabes, avec, par exemple, au moment de la... Bouazizi, on ne savait pas que c'était une fiction, l'histoire de la policière qui l'avait giflé, mais je racontais l'histoire de la révolte des Maillotins en 1380, qui se déclenche parce qu'un sergent royal gifle une marchande de 4 saisons. Donc, il s'agit bien de la honte. Et j'ai depuis lu ce qu'a écrit Fethi Benslama sur cette nouveauté, parce qu'au fond, je crois que avant les années 90, ça n'existait pas, y compris comme arme de l'islam politique, de se faire immoler par le feu. C'est quand même quelque chose d'assez particulier. Et au même moment, je disais effectivement ce texte dont j'ai parlé, qui est la chronique du religieux de Saint-Denis, qui est le premier à inventer le terme d'étincelle. C'est-à-dire cette métaphore qu'on utilise couramment, mais qui n'est qu'une métaphore. Lui, il dit la révolte, c'est la scintilla modica, c'est-à-dire la petite étincelle. Et puis il invente tout le champ métaphorique, le feu qui couvre sous la braise, voilà, ça va. Bon, voilà. Mais c'est le premier qui le fait. Et un incendie, on savait très bien ce que ça voulait dire. Hein. Donc ça faisait peur, mais ça faisait peur réellement. Et donc, oui, c'est tout à fait frappant. On voit que c'est absolument entré. C'est avec ces mots-là qu'on pense et qu'on ressent. Et il dit encore autre chose, que la révolte surgit lorsque le sentiment d'injustice est plus fort que la peur, et lorsque, dit-il, les pauvres n'ont plus honte. Voilà. Alors lui, c'est pas qu'il les aime particulièrement, les révoltés, c'est qu'il pense qu'ils devraient toujours avoir honte. Ils devraient toujours rougir de leur acte. Mais voilà, il y a un moment, et pour ça que je disais débordement, c'est-à-dire que effectivement, ça ne prévient pas, ça arrive, comme le chantait Barbara. Oui. Bonsoir. Du coup, Bonsoir. moi, j'ai trouvé très intéressante du coup la conférence et le fait d'aborder la peur par l'iconographie. Et du coup, ce que j'ai remarqué, c'était que la peur, c'était souvent un mouvement de foule en fait qui concernait, souvent les tableaux. Là, il y a plusieurs acteurs quoi finalement. Mais pourtant, ça reste quand même un sentiment qui est très personnel et qu'on peut que résoudre par soi. Et du coup, moi, la question que j'ai pour essayer d'ancrer l'histoire médiévale dans des réalités qui nous contemporaines, c'est finalement il y a eu des rassemblements du coup à la suite des événements de janvier, donc il y avait une foule une certaine foule qui est allée dans la rue. Mais est-ce que finalement, c'est pas un peu à chaque fois un rendez-vous manqué, quoi, finalement? Il y a une peur qui s'exorcise, on sort, on essaye de se dire qu'on a les moyens d'affronter peut-être l'intégrisme religieux, ou en tout cas une forme d'anomie de la part des personnes qui perpétuent ces actes. Mais est-ce que finalement, il y a pas, ça reste pas quelque chose d'assez événementiel, quoi? Fait, à la fois. Mais vous avez raison, c'est effectivement une crainte légitime, mais justement, on le sait. Ça, on le sait par avance. On le sait par avance que ça ne suffira pas. On sait qu'on fait quelque chose qui enclenchera peut-être ou peut-être pas ce qu'il y a de nécessaire à faire
sans lequel, si on ne se mobilise pas, s'il n'y a pas cette communauté émotionnelle, rien ne se passera. Mais le fait que ça se passe ne suffit pas à faire passer le passé. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est cette question, et c'est pour ça, vous dites, c'est intéressant de le voir en image, parce qu'il y a des choses qu'on ne veut pas voir en peinture, comme le dit le sens commun. Et puis il y a des choses qu'on aurait bien voulu ne pas voir, mais qu'on ne peut pas faire, qu'on n'ait pas vu. Voilà. Donc nous l'avons vu. Et à partir de ce moment-là, il faut bien faire avec, et faire avec individuellement et aussi collectivement. Voilà. Oui. Mais là, de ce point de vue-là, j'ai rien d'autre à dire que, enfin, rien d'autorisé à dire. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut le faire que collectivement. Peut-être qu'on me fait signe qu'on doit s'arrêter. Avec cette question, je pense, qui a été, dès le départ, peut-être votre question, qui est une certaine forme de théâtralité, quelque chose qui se donne à voir et qui donne, dans cette manifestation, qui nous donnait à voir comme une collectivité, c'est-à-dire comme des gens ayant des liens ensemble qui, à un moment donné, peut-être apporter quelque chose qui apaise et qui relance le lien social, le tissage social. Merci Patrick pour ce que vous nous avez apporté. Merci à vous.